Bonjour. Une petite vidéo dans laquelle nous allons parler de la nutrition des végétaux et nous allons nous intéresser à tout ce qui est vu au cycle 4. Donc tout d'abord quelques rappels. On sait depuis le cycle 3 que pour se développer, pour fonctionner, les plantes ont besoin d'eau, de minéraux, de dioxyde de carbone, le tout en présence de lumière. Ce que nous allons découvrir au cycle 4, c'est par où les végétaux prélèvent ce dont ils ont besoin, comment ils vont produire leur propre matière et comment la circulation va se faire chez ces êtres vivants. Donc, tout d'abord, retournons dans la structure de base, qui est donc la cellule. Très souvent, en collège, on va utiliser l'élodée. L'élodée est une plante aquatique, très pratique puisque ses feuilles sont particulièrement fines, ce qui va rendre facile l'observation au microscope. Donc, au microscope, on observe que les cellules végétales partagent des caractères avec les cellules animales. En l'occurrence, on retrouve ici la structure du noyau. Alors souvent, il est peu visible chez les végétaux puisque caché par d'autres éléments. On retrouve également le cytoplasme, la membrane plasmique, et chez les végétaux, on note également la présence d'une paroi. La structure qui est propre aux végétaux, ce sont ces petits points verts que l'on appelle les chloroplastes. Donc tout d'abord, intéressons-nous aux échanges gazeux entre les plantes et leur milieu. Donc pour cela, on a déposé des élodées dans un récipient contenant de l'eau et on va mesurer la concentration en gaz, notamment en dioxygène et en dioxyde de carbone. On remarque sur le graphique qu'à l'obscurité, le taux de dioxygène va diminuer, tandis que le taux de dioxyde de carbone va augmenter. Ce qui veut donc dire que, à l'obscurité, les plantes prélèvent du dioxygène et absorbent du dioxyde de carbone. À l'inverse, en présence de lumière, la concentration en dioxygène augmente, tandis que la concentration en dioxyde de carbone diminue. Ce qui veut donc dire qu'en présence de lumière, la plante libère du dioxygène et utilise du dioxyde de carbone. C'est ce phénomène qui est propre aux végétaux et que l'on nomme la photosynthèse. Donc on retrouve ici sur le schéma, en présence de lumière, dans la cellule, va donc se réaliser la photosynthèse, qui est l'utilisation par les plantes du dioxyde de carbone et de l'eau, permettant la synthèse de matière organique et de dioxygène. Donc on va maintenant chercher à savoir par où se font ces échanges gazeux. Donc pour cela, très souvent en collège, on va travailler avec un autre végétal, notamment avec le poireau, où on va venir prélever un petit bout d'épiderme, que l'on va ensuite observer au microscope. Donc on retrouve nos structures allongées, qui sont donc les cellules d'épithélium de poireau, mais on va également retrouver des structures beaucoup plus rondes, particulières, que l'on appelle les stomates. Les stomates sont des portes d'entrée et de sortie pour les gaz. Une fois à l'intérieur de la feuille, eh bien les gaz peuvent pénétrer dans les cellules qui sont avoisinantes. Les végétaux prélèvent également dans le milieu de l'eau et des sels minéraux. Quelle est la structure qui réalise ce prélèvement? Donc, en collège, très souvent, on va s'intéresser aux radis. Et on va réaliser différentes expériences afin de trouver quelle zone de la racine absorbe les minéraux et l'eau. Donc pour cela, de jeunes plants de radis sont positionnés dans différents tubes contenant de l'eau et de l'huile. Et on remarque que lorsque la zone d'absorption est dans l'huile, eh bien la plante meurt. Ce qui veut donc dire que l'absorption de l'eau et des minéraux va se réaliser au niveau de cette zone-là. Observé au microscope, on remarque que cette zone contient de nombreux poils, c'est d'ailleurs pour cela que l'on appelle la zone pilifère, et observé au microscope en coupe transversale, on observe donc ces fameux poils dits poils absorbants. Donc les végétaux s'approvisionnent en eau et en sels minéraux grâce à leurs racines, qui sont constituées d'une zone d'absorption, constituée de poils absorbants, c'est ce qu'on appelle la zone pilifère. Donc maintenant que l'on sait par où les végétaux prélèvent le dioxyde de carbone, l'eau et les minéraux, on va maintenant chercher à savoir où la matière organique est-elle produite. Donc pour cela, on retravaille à nouveau sur des élodées en réalisant différentes expériences. Donc les élodées sont placées dans un cristallisoire contenant de l'eau. Une partie de nos cristallisoires vont être placées quelques jours à l'obscurité, puis les feuilles vont être mises en contact avec de l'eau iodée et observées au microscope.
Pour rappel, l'eau iodée, qu'on appelle également l'ugol, est un réactif chimique qui permet de détecter l'amidon, l'amidon appartenant à la famille des sucres. L'eau iodée est naturellement jaune-orangé et elle va se colorer en bleu-violet en présence d'amidon. Donc dans le cas où l'élodée a été placée uniquement à l'obscurité, et bien observé au microscope, on retrouve donc des cellules contenant quelques chloroplastes, mais l'eau iodée ne s'est pas colorée en violet, ce qui témoigne d'une absence d'amidon. À l'inverse, les élodées qui ont été placées quelques jours à la lumière, puis mises en contact avec de l'eau iodée et observées au microscope, eh bien on observe des chloroplastes, beaucoup plus nombreux, et qui se sont colorés en bleu-violet, ce qui témoigne donc de la présence d'amidon. Ce qui signifie donc que les cellules végétales vont produire de la matière organique au niveau de leur chloroplastes, mais uniquement en présence de lumière. Maintenant, que devient cette matière? Eh bien, pour cela, on s'intéresse à la quantité d'amidon, le fameux sucre produit par les végétaux, dans des cellules, notamment de pommes de terre. Ces cellules, tant qu'elles sont éclairées, on observe que la quantité d'amidon dans les cellules est relativement élevée puisqu'elle est de l'ordre de 8 unités arbitraires. 8 heures après la fin de l'éclairement, eh bien, dans la cellule, on observe que la quantité d'amidon a fortement diminué puisqu'on observe une unité arbitraire sur le graphique. Donc, on peut se poser la question, mais qu'est devenu cet amidon produit par les feuilles au niveau des chloroplastes? Eh bien, il lui arrive deux choses. Premièrement, il va être utilisé par la plante pour sa croissance, pour le fonctionnement de ses cellules. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Donc on retrouve exactement le même phénomène que celui étudié chez les animaux. En effet, le dioxygène ainsi que la matière organique vont être transformés au cours d'une réaction chimique en énergie, nécessaire donc au fonctionnement de la cellule, ce qui va également entraîner la formation de deux déchets, le dioxyde de carbone et l'eau. Le reste de la matière organique produite, mais qui n'est pas utilisée immédiatement par la plante, va être transporté, puis stocké dans les fruits ou dans des organes de réserve. Un organe de réserve qui est très souvent étudié en collège, c'est la pomme de terre. Donc à nouveau, on va utiliser de l'eau iodée, qui donc permet de vérifier la présence d'amidon. Donc en versant de l'eau iodée sur la pomme de terre, eh bien on observe une coloration bleu-violet. Lorsque cette partie bleu-violet est grattée puis observée au microscope, eh bien on observe que dans la pomme de terre, il y a de très nombreux grains colorés en bleu-violet. Ce sont donc des grains d'amidon. Donc toutes ces matières, celles prélevées dans le sol, comme l'eau ou les minéraux, celles produites dans la feuille, comme l'amidon, eh bien sont capables de circuler à l'intérieur de la plante. Il va donc y avoir des structures qui vont permettre la circulation à l'intérieur des végétaux. En collège, un TP qui est souvent réalisé est celui où l'on place des branches de céleri dans l'eau, c'est ce qui va nous servir de témoin, mais également dans de l'eau colorée, de façon à voir où se fait la circulation de la sève. Donc lorsque l'on laisse la branche de céleri dans le colorant pendant plusieurs heures et qu'on réalise une coupe transversale de cette tige, eh bien on observe que seules certaines zones de la tige se sont colorées en rouge. Ce sont des zones que l'on nomme les vaisseaux conducteurs de sève brute. Lorsque l'on réalise une coupe microscopique de cette tige, on observe plus précisément deux types de vaisseaux. Les vaisseaux de xylème, qui sont les vaisseaux conducteurs de sève brute. La sève brute est celle qui contient essentiellement de l'eau et des sels minéraux, qui part des racines et qui monte jusqu'aux feuilles. Et l'on observe également d'autres types de vaisseaux, que l'on appelle les vaisseaux de phloème, qui sont les vaisseaux conducteurs de sève élaborée. La sève élaborée est celle qui contient essentiellement de l'eau et de la matière organique, donc des sucres, et qui va donc circuler des feuilles là où elle est produite, jusqu'au reste de la plante. Donc pour conclure sur la nutrition des végétaux, que savons-nous? Nous savons que les végétaux prélèvent du dioxyde de carbone au niveau des stomates des feuilles. Ils prélèvent de l'eau et des minéraux au niveau des poils absorbants des racines. La production de matière organique se fait par photosynthèse uniquement en présence de lumière.
La matière organique est produite dans les chloroplastes des feuilles chez les végétaux. Cette matière organique peut être stockée dans des organes de réserve ou utilisée par respiration pour produire de l'énergie. Dans la plante, les matières sont transportées par des vaisseaux, le phloème qui conduit la sève élaborée, c'est-à-dire avec matière organique, et le xylème qui conduit la sève brute, c'est-à-dire celle qui contient essentiellement de l'eau et des sels minéraux. On retrouve exactement la même chose cette fois-ci sous forme de schéma. Le dioxyde de carbone est prélevé donc au niveau de la feuille pendant que les poils absorbants récupèrent l'eau et les minéraux au niveau des racines. C'est au niveau de la feuille que se réalise la photosynthèse, permettant donc la fabrication de matière organique qui va ensuite pouvoir circuler dans la plante pour alimenter le bourgeon ou pour être stocké dans le fruit par exemple ou dans des organes de réserve souterrains. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai été assez claire. Merci de votre attention. Au revoir.